Merci Guillaume, puis merci Karine Bédard pour m'avoir invité aujourd'hui à vous parler de dons d'organes après aide médicale à mourir. Puis je suis très contente aussi que Caroline vienne nous parler des aspects un peu plus opérationnels en salle d'op sur ce sujet-là. Donc, je veux commencer avec un petit cas. On a ici Monsieur Généreux. Donc, c'est un homme de 65 ans qui vit en CHSLD parce qu'il a une sclérose latérale amyotrophique. Il a déjà, dans le passé, été un donneur vivant de reins. Donc, le don d'organes, c'est quand même quelque chose qui est important pour lui. Puis, bon, compte tenu de sa maladie neurologique qui avance, qui se détériore, il a fait une demande d'aide médicale à mourir. À ce stade-ci, est-ce qu'on devrait l'informer qu'il pourrait donner ses organes? Si oui, par qui? Puis à quel moment? Je ne veux pas de réponse pour maintenant. On garde les questions en tête, puis on va y revenir par la suite. Donc, finalement, M. Généreux, il est vraiment généreux, il veut être donneur d'organes. Sa nièce de 20 ans est en dialyse parce qu'elle a une uropathie congénitale. Elle est sur la liste d'attente pour une transplantation rénale. Monsieur Généreux, il a lu un peu sur Internet, puis il sait qu'il est du même groupe sanguin que sa nièce, puis il s'informe à savoir si son rein, parce qu'il en reste juste un, on se rappelle, pourrait être alloué à sa nièce s'il fait don de ses organes après aide médicale à mourir. Encore une fois, M. Généreux est un homme très informé. Puis, il a entendu parler d'un protocole aux Pays-Bas où le patient peut recevoir un sédatif à la maison qui le rend inconscient, puis ensuite, il est transféré à l'hôpital pour l'aide médicale à mourir, le don d'organes. Il faut savoir qu'aux Pays-Bas, c'est un des pays où est-ce que l'euthanasie, l'aide médicale à mourir est permis, et puis où est-ce qu'on fait aussi du don d'organes. Donc, il se dit, moi, j'aimerais ça mourir à domicile. Est-ce possible? Et puis, bon, sa réflexion évolue. Dans le fond, il sait que les reins de donneurs vivants, ça donne des meilleurs résultats pour son receveur. Fait, il s'informe, est-ce que, dans le fond, je pourrais faire le don de mon rein avant que vous m'administriez l'aide médicale à mourir? Voir pourquoi je ne peux pas mourir par aide médicale à mourir? Hein? Dans le fond, vous me prélevez mes organes, vous allez pouvoir prélever le cœur. Puis, bon, c'est vraiment tout un patient, et puis il est très sensibilisé. Puis là, finalement, il y a une dernière question. On se dit, moi, là, ma maladie, c'est vraiment tragique, c'est une maladie neurodégénérative. Est-ce que je pourrais la transmettre à mon receveur? Je ne voudrais surtout pas faire vivre ça à quelqu'un. Donc, on garde ça en tête, on va y revenir. J'espère que je vais pouvoir répondre à plusieurs des questions. Donc, comme vous le savez tous, au Québec, on a la loi qui concerne les soins de fin de vie. Ça a été adopté en juin 2014 et puis c'est rentré en vigueur en décembre 2015. On va fêter bientôt les 2 ans de cette loi-là. Ça fait suite à une recommandation d'un comité d'experts et puis d'une consultation publique. Puis ça a pour but d'assurer aux personnes en fin de vie des soins respectueux de leur dignité et de leur autonomie. Puis ça n'encadre pas juste, on souvent l'associe à l'aide médicale à mourir, mais ça n'encadre pas seulement ça, ça encadre aussi les soins palliatifs, la sédation continue. Dans cette loi-là, contrairement à la loi canadienne sur laquelle je vais parler, c'est l'aide médicale à mourir, c'est de l'euthanasie et non du suicide assisté. L'euthanasie, c'est l'injection par le médecin d'une substance qui entraîne la mort et non pas la prise par le patient lui-même d'un médicament. Puis, cette loi-là encadre aussi les directives médicales avancées. Quelles sont les conditions pour avoir droit à l'aide médicale à mourir au Québec? Il faut que la personne soit assurée au sens de la loi. Donc, je pense que le législateur a voulu empêcher qu'on ait du tourisme d'aide médicale à mourir au Québec. Il faut être majeur et apte à consentir aux soins. Il faut être en fin de vie. Il faut être atteint d'une maladie grave et incurable. Il faut être dans une situation médicale caractérisée par un déclin avancé et irréversible de ses capacités. Puis, il faut éprouver des souffrances physiques ou psychiques constantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions que la personne va juger tolérables.
Au Canada, en février 2015, on a eu le jugement Carter, comme quoi l'interdiction par le Code criminel de l'aide médicale à mourir violait les droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés. Donc, ça allait à l'encontre du droit à la vie, à la liberté puis à la sécurité de la personne. Donc, si on a besoin de se suicider pour mettre fin à ses jours, ça va justement à l'encontre de notre droit à la sécurité. Ce qui a amené le gouvernement fédéral à modifier son code criminel et puis c'est rentré en fonction en juin 2016. C'est la loi C-14. Et puis, dans cette loi-là, contrairement à la loi canadienne, ça encadre l'euthanasie et le suicide assisté. Les conditions sont sensiblement les mêmes que dans la loi québécoise. Donc, il faut être un adulte apte et couvert par l'assurance maladie, avoir un problème de santé grave et irrémédiable. Et qu'est-ce qu'on entend par ça? C'est une maladie, affection ou un handicap grave et incurable, un état de déclin avancé et irréversible, des souffrances physiques ou psychologiques intolérables, puis une mort naturelle raisonnablement prévisible. Il faut que la demande soit volontaire par le patient et que le consentement soit éclairé. Combien il y a eu de cas? Au Québec, si on regarde entre juin 2016 et juin 2017, il y a eu 611 cas d'aide médicale à mourir. Donc, et puis, il y a eu 2 cas de don d'organes après aide médicale à mourir cette année, mais il y avait eu quand même 5 demandes. Puis, c'est la Commission des soins de vie qui compile les données. Je m'excuse, ici, il y a eu une coquille dans mes diapos. Ensuite de ça, dans le reste du Canada, si on exclut le Québec, il y a eu pendant la même période, entre juin 2016 et juin 2017, 1382 décès attribuables à l'aide médicale à mourir. Les données sont plus facilement accessibles dans le reste du Canada parce que c'est Santé Canada qui fait des rapports périodiques. Et là-dessus, il y a eu seulement 5 suicides assistés. Si on regarde après ça les données, 45 des décès secondaires à l'aide médicale à mourir ont eu lieu à l'hôpital, 39 à la maison. La moyenne d'âge était de 73 ans. Et puis, la cause, bien, 61 des cas étaient des cancers. Puis 17 c'était des maladies neurodégénératives. C'est sûr que les patients qui souffrent d'un cancer, ce n'est pas des patients qui vont se qualifier pour être donneurs d'organes. Là, ils ont une contre-indication. Mais bon, parmi les 17 de maladies neurodégénératives, ça pourrait être des donneurs potentiels. Si on se compare avec d'autres pays dans le monde qui font de l'aide médicale à mourir, entre autres, on a un taux de cancer qui est légèrement plus bas. Entre autres, en Belgique puis aux Pays-Bas, on parle de 69 et de 71 des cas d'aide médicale à mourir qui sont liés au cancer. En Ontario, je sais qu'il y a eu, en tout cas au mois de mai, il y avait déjà eu au moins un cas de don d'organes en Ontario. Il y a eu plusieurs cas de don de tissus. Il faut savoir que la loi C-14 est contestée devant les tribunaux en Colombie-Britannique parce que certains disent qu'elle ne remplit pas justement les conditions du jugement Carter. Puis il faut savoir aussi que tout ce qui est mineur, patient, inapte, etc., il y a un comité qui est supposé se pencher sur la question pour voir si on doit revoir cette loi-là. On a, entre autres, ça apparu dans les médias quand il y a eu un meurtre par compassion par le mari pour la patiente qui était démente. Donc, à suivre. Il faut savoir que pour l'euthanasie chez les mineurs, c'est aux Pays-Bas, c'est permis chez les mineurs de plus de 12 ans. Ceci étant dit, ils n'ont pas le droit de donner leurs organes, mais bon, l'euthanasie chez des mineurs, c'est surtout dans des cas de cancer, donc ça ne s'applique pas pour le don d'organes. Dans la présentation, quand je parle d'aide médicale à mourir, je me restreins à l'euthanasie. Premièrement, c'est ce qu'on a ici au Québec. Puis ensuite de ça, le suicide assisté et puis le don d'organes, c'est difficilement compatible parce que, bon, le suicide assisté, on prend une médication par la bouche. On va avoir une absorption qui va être variable, puis la personne peut devenir inconsciente, vomir, donc il peut avoir
un long moment avant qu'il y ait le décès, ce qui va être dommageable justement pour les organes. Puis comme vous pouvez voir, c'est quand même un phénomène assez marginal, le suicide assisté. Il y a eu seulement 5 cas dans le reste du Canada. Le don d'organes après aide médicale à mourir. En fait, dans notre jargon en transplantation, c'est un don après arrêt circulatoire. Fait, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le don d'organes, il y a 2 types de dons. Il y a le don après mort encéphalique, donc c'est la personne dont le cerveau est mort, mais qu'on prélève les organes alors qu'il y a encore une circulation. Le don après arrêt circulatoire, normalement, ça survient chez quelqu'un qui a eu une insulte neurologique, qui est inconscient, qui a un pronostic vital mauvais, et puis qu'avec l'accord de la famille, on retire les traitements de la maintien de la vie, on attend qu'il décède, il y a une période où on ne touche pas, puis après ça, on prélève les organes. Ça implique que c'est un don qui doit avoir lieu en milieu hospitalier. On ne peut pas faire le don de ces organes à la maison. On ne peut pas décider de faire ça à la maison. Il y a une période, comme je vous disais, où on ne touche pas pour être sûr qu'il n'y a pas d'autoressuscitation après l'arrêt circulatoire. On prélève des reins, des fois des poumons. Pas de prélèvement cardiaque pour le moment, mais ça aussi, c'est en train d'être remis en question, puis donc à suivre dans le futur. En Belgique, on estime que 10 des patients qui optent pour une euthanasie pourraient être des donneurs d'organes. Donc, si on se réfère, nous, dans la dernière année, entre juin 2016 et juin 2017, on a eu 600 cas d'aide médicale à mourir. Ça pourrait représenter 60 donneurs potentiels additionnels, quand on sait qu'on a à peu près autour de 170 donneurs par année décédés. Donc, il y a quand même, ça pourrait être plusieurs personnes. Si on fait un survol là, des législations puis des pratiques dans les pays où est-ce qu'il y a du suicide assisté ou de l'aide médicale à mourir, bon, en Suisse, on peut faire du suicide assisté par des non-médecins. Vous avez peut-être déjà entendu parler des organismes comme Dignitas où les gens, justement, vont mourir. Donc, et puis, le don d'organes est impossible. En Belgique, c'est de l'euthanasie. C'est possible si c'est demandé par le patient. Puis en 2005 et 2015, il y avait eu 21 patients qui avaient donné leurs organes. Aux Pays-Bas, c'est de l'euthanasie et du suicide assisté. C'est possible s'il y a une demande du patient. Puis il y a eu 15 patients de 2012 et 2015. En 2016, il y a eu dans ces 2 pays-là 43 patients au total qui ont donné leurs organes. C'était des patients âgés entre 44 et 62 ans qui souffraient d'ACV ou de maladies neurodégénératives. Et il y avait eu, entre autres, 8 poumons, 13 foies et 13 pancréas avaient été prélevés. Au Luxembourg, il y a de l'euthanasie, mais le prélèvement d'organes est impossible. Puis, il y a des États aux États-Unis, tels que l'Oregon, Washington, le Vermont et le Montana, où on peut avoir accès au suicide assisté, mais c'est impossible. Donc, j'espère que j'ai mis la table pour le reste de la présentation. Dans les prochaines diapositives, on va regarder différents enjeux éthiques reliés justement au don d'organes après aide médicale à mourir. Ici, donc, vous avez la liste, mais on va y aller un par un. Donc, premièrement, l'autonomie. Hein, c'est une valeur hyper importante dans nos sociétés. C'est le respect des volontés du patient. On le sait, tout le mouvement autour de l'aide médicale à mourir, ça a été vraiment pour une des arguments qui étaient sous-jacents, c'était de respecter justement les volontés des patients. L'autonomie, c'est aussi un principe important dans le don d'organes. On essaie de respecter les volontés de la personne. On encourage les gens à signifier leur volonté avant leur décès. Donc, puis le don d'organes et l'aide médicale à mourir, contrairement à justement un don d'organes après arrêt circulatoire où la personne est inconsciente et ne peut pas nous témoigner de ses volontés, là, ici, elle est tout à fait consciente, puis c'est vraiment un consentement, c'est pas seulement une autorisation à prélever ses organes, elle consent à donner ses organes. Donc, on pourrait dire que ça respecte beaucoup plus l'autonomie de la personne que les autres types de don d'organes après décès. Est-ce qu'on peut faire du don dirigé? Hein? On se souvient, notre patient veut donner son rein à sa nièce. Bon,
Est-ce que ça pourrait être une pression externe que justement le patient décide d'opter pour l'aide médicale à mourir pour donner ses organes, vu que sa nièce est en dialyse? Possiblement, mais ceci étant dit, je pense que comme équipe médicale, c'est à nous de bien l'évaluer. Actuellement, les demandes de dons dirigés pour les donneurs cadavériques sont évaluées au cas par Transplant Québec. C'est jamais un non catégorique, surtout s'il y a un lien affectif avec la personne qui attend un organe. Donc, c'est sûr, il faut s'assurer qu'il soit compatible, etc. Mais ça pourrait être considéré. Un don dirigé sur des motifs discriminatoires, Transplant Québec ne l'accepterait pas, mais dans ces cas-là, ça pourrait être dirigé. Donc, comme je disais, il pourrait y avoir des pressions externes, justement, pour l'aide médicale à mourir si on jumelle le don d'organes. On pourrait se dire, mais quelqu'un qui est très malade, qui trouve que sa vie n'en vaut plus la peine, pourrait se dire, bien là, au lieu d'être un fardeau, bien, je vais décider de mourir, puis je vais donner mes organes. Donc, ça pourrait être comme un argument supplémentaire. Ceci étant dit, je pense que, justement, on va en parler un peu plus tard, il faut séparer les deux décisions, puis c'est à nous, comme équipe médicale, de bien comprendre les motivations pour les deux gestes, puis d'essayer de bien séparer ça. On ne veut surtout pas qu'en jumelant le don d'organes avec l'aide médicale à mourir, les gens sentent qu'il y a un devoir de mourir pour servir la société. C'est vraiment quelque chose qu'on ne voudrait pas. Est-ce qu'on doit informer les patients qui demandent l'aide médicale à mourir puis qui pourraient être des donneurs d'organes? Ce tableau-là provient d'un résumé de nos discussions d'une réunion chapeautée par la Société canadienne du sang, puis réunissant plusieurs intervenants clés au Canada sur le don d'organes et l'aide médicale à mourir. Donc, les arguments pour informer tous les patients, c'est que les professionnels de la santé, ce n'est pas à eux de décider qu'est-ce qui est important pour les patients en fin de vie. On ne sait pas leur valeur, puis peut-être que quelqu'un, le don d'organes, c'est important pour lui, mais il ne sait pas qu'il pourrait faire ça après l'aide médicale à mourir. Ensuite de ça, on a un devoir moral d'informer tous les patients sur leurs options de fin de vie. Puis le don d'organes, ça peut être aussi vu comme une option de fin de vie. Ça peut être une demande légale de référer aux organismes responsables du prélèvement d'organes tout patient en étant de mort imminente. Entre autres, c'est la loi en Ontario, ce qui fait que l'organisme responsable du prélèvement d'organes en Ontario, Trillium, est informé de tous les cas potentiels d'aide médicale à mourir où il pourrait y avoir un don d'organes, puis ces gens-là sont informés. Puis aussi, le don pourrait donner un sens justement à la mort du patient. Ça peut l'aider, il peut se sentir bien avant de mourir en disant, bien, c'est ça que je voulais l'aide médicale à mourir, ça va me soulager. Puis en plus, bien, j'aide quelqu'un. Puis ça peut peut-être aussi aider dans le deuil, comme ça, on sait que le don d'organes aussi peut aider des familles dans le don d'une personne décédée à passer à travers un deuil. Ça, c'est des hypothèses parce qu'on ne le sait pas à l'heure actuelle pour le don d'organes sur l'aide médicale à mourir. Quels sont les arguments contre, justement, d'une information systématique? Bien, c'est d'influencer, justement, le patient. En fait, surtout dans le reste du Canada, où est-ce que l'organisation de l'aide médicale à mourir est un peu différente qu'au Québec, alors qu'au Québec, c'est un soin accepté pour tous les patients. Dans le reste du Canada, certains hôpitaux refusent de l'offrir. Fait que certains patients pourraient dire, bien là, je vais demander d'être donneur d'organes pour pouvoir avoir accès à l'aide médicale à mourir. Donc, ça pourrait être un argument contre, justement, d'informer. Si le patient veut être constant au don d'organes, mais est jugé non candidat, parce que ses organes soit ne sont pas alloués, bien, il pourrait peut-être le regretter, le vivre difficilement dans ses derniers jours de vie. Puis, d'informer toutes les personnes qui pourraient être donneurs qui demandent l'aide médicale à mourir, ça pourrait justement éroder la confiance du public puis la confiance des professionnels dans le don et ou les soins de fin de vie. Pour l'information des patients,
Au Québec, on est chanceux, on a 2 positions contradictoires. On a la Commission de l'éthique de la science et de la technologie qui a produit un rapport au printemps 2016. Et pour eux, tous les patients qui demandaient l'aide médicale à mourir devaient être informés sur la position du don d'organes. Donc, c'était vraiment sur la base qu'il faut respecter les volontés, puis que les équipes médicales ne peuvent pas présumer que quelqu'un est informé qu'il puisse faire ça ou non, puis qu'on ne connaît pas les valeurs des gens. Transplant Québec qui a émis son avis du comité d'éthique vraiment en décembre 2015. Là. Il a été adopté en 2016, mais l'avis date de décembre parce que Transplant Québec voulait être prêt au jour 1 de l'application de la loi québécoise. Et puis à ce moment-là, puis il faut comprendre, je pense, la perspective de Transplant Québec. Pour eux, les demandes de dons d'organes après aide médicale à mourir devaient venir du patient. Il ne devait pas y avoir de sollicitation. Puis je pense que pour avoir siégé sur ce comité-là, on en a débattu longuement, mais c'était vraiment une attitude de prudence. On en était au début, on ne savait pas comment ça serait accepté au Québec. Puis on se disait, bon, bien, on veut surtout pas affecter toute l'entreprise du don d'organes en ayant l'impression que, justement, on va forcer des gens à donner leurs organes ou que Transplant Québec va avoir l'air d'un vautour. Ceci étant dit, on en est 2 ans plus tard, puis Transplant Québec est en train de réviser son avis du comité d'éthique, puis de plus en plus, on va aller aussi vers une information plus systématique. C'est facile de dire, oui, bien, il faut informer tout le monde, mais comment on fait ça? C'est pas si simple après ça quand on se pose la question. Il faut que ça soit fait par quelqu'un qui est à l'aise avec l'aide médicale à mourir puis le don d'organes. Entre autres, lors de la réunion de la Société canadienne du sang, on avait le témoignage d'une patiente qui avait décidé d'aller pour l'aide médicale à mourir puis de faire le don de ses organes. Puis elle nous racontait, elle avait eu une rencontre avec les gens responsables de l'organisme de prélèvement d'organes qui était tout à fait inconfortable. Il était tellement habitué de s'adresser à de la famille qu'il s'adressait à son conjoint au lieu de s'adresser à elle. Mais là, ça changeait comme le paradigme, donc d'où l'importance, justement, si on fait une information, qu'on a des gens qui soient formés, qui soient à l'aise, puis qui sont sensibles à ça. Est-ce que ça devrait être un coordonnateur Transplant Québec? À Transplant Québec, on nous dit qu'on n'a peut-être pas toutes les ressources à l'instant pour faire ça. Je sais qu'à Trillium, c'est les coordonnateurs. Est-ce que ça doit être les infirmières de liaison en don d'organes? Est-ce que c'est le rôle du médecin traitant? Quel moment qu'il faut faire ça? On a dit qu'il faut séparer la décision d'aide médicale à mourir de la décision de don d'organes. Donc, il faut probablement que le patient soit accepté, ce que ça peut être dans la période de 10 jours entre les 2 évaluations. Puis, il faut que ça soit adapté aux besoins du patient. Des patients avec des maladies neurologiques, neurodégénératives, souvent, ils ont une mobilité diminuée. Donc, peut-être que pour eux, se déplacer à l'hôpital ou se déplacer à Transplant Québec, ça peut être difficile. Donc, je pense qu'il faut qu'on ait une possibilité que ça soit fait par téléphone, que ça soit fait au domicile du patient. Je pense qu'il faut faciliter le plus possible. Toujours dans le même lien, si on suit le consentement. On l'a dit, on veut séparer les 2 décisions. Donc, le consentement au don d'organes doit être distinct du consentement à l'aide médicale à mourir. Ça doit impliquer des informations sur les tests, parce qu'avant d'être donneur d'organes, il faut s'assurer que on se qualifie, qu'on est un bon candidat. Donc, pour les reins, on va s'assurer qu'on a une créatinine puis qu'elle est tout à fait correcte. Puis aussi, sur la façon dont va se passer les soins de fin de vie. Ça veut dire que si on décide d'aller pour l'aide médicale à mourir et le don d'organes, on ne pourra pas mourir chez soi, entouré de son chien puis ses petits oiseaux, là. Ça implique qu'il faut être admis à l'hôpital, puis c'est une mort en contexte hospitalier, voire même en salle d'opération. Puis ça implique aussi que les proches ne pourront pas rester longtemps après le constat de décès. Donc, il faut bien comprendre que le contexte de la mort vient de changer. Et puis, le consentement au don d'organes doit être réaffirmé avant l'aide médicale à mourir. Puis évidemment, comme n'importe quelle chose, on peut toujours changer d'avis à tout moment, puis ça doit être bien expliqué aux patients.
Maintenant, bon, on a parlé beaucoup, au début, je vous parlais là, de l'exploration, je parlais des souffrances physiques. Ça peut être un des facteurs qui fait qu'on peut être éligible à l'aide médicale à mourir. Mais est-ce que la souffrance psychique pourrait justement venir teinter notre consentement? Il y a un très beau guide qui a été fait par le Collège des médecins, auquel 2 psychiatres d'ici, Jacinthe Rivet puis Mona Gupta, ont participé, puis justement, qui nous éclaire un peu. Puis bon, la souffrance, c'est évidemment une expérience globale, puis que ça prend une évaluation, une approche interdisciplinaire où on évalue complètement l'état mental du patient, on explore ses motivations, ses valeurs, ses préférences du patient, ses options et ses besoins en fin de vie, qu'on révise les options proposées pour le soulagement de la souffrance, puis on évalue si la souffrance a des impacts sur sa capacité à consentir autant l'aide médicale à mourir, puis si on rajoute le don d'organes, je pense que c'est quelque chose aussi qu'on doit évaluer. Si on revient à notre patient, hein, tantôt, il nous a dit « Ouais, mais moi, j'aimerais ça donner un des reins de mon vivant. » Est-ce qu'on peut faire ça? Bon, on a une règle tacite dans le don d'organes qui est la règle du donneur décédé, ce qui veut dire que le don d'organes ne doit pas causer la mort ni la précipiter. Donc, est-ce que dans les cas d'aide médicale à mourir, ça serait acceptable de prélever des organes avant l'euthanasie ou même de mourir par prélèvement, avoir une euthanasie par prélèvement d'organes? On aurait des organes de meilleure qualité, puisqu'il y aurait encore une circulation, il n'y aurait pas d'ischémie chaude. Et puis, on pourrait prélever un cœur, ce qu'on ne peut pas faire actuellement. Puis, donc, est-ce qu'on peut faire du don vivant avant l'aide médicale à mourir? Je n'ai pas de réponse claire pour l'instant. Ceci étant dit, pour faire un don vivant, on pourrait argumenter, oui, on va prélever le rein unique de ce patient-là. Il ne mourra pas tout de suite, mais il va mourir à court terme. Puis bon, ça serait quand même lui faire subir une chirurgie, une anesthésie, un prélèvement d'organes chez quelqu'un qui a déjà beaucoup de souffrance puis que son espérance de vie. Donc, probablement pas la meilleure option. Est-ce qu'on pourrait faire fi de la règle du donneur décédé? Pour l'instant, il y a quand même un consensus général sur lequel on ne touche pas à ça, la règle du donneur décédé, bien que certains philosophes la remettent en question, il y en a qui disent que c'est une fiction, machin, mais je pense que les organismes responsables du prélèvement d'organes ne veulent surtout pas remettre ça en question. Il y a des auteurs, ceci étant dit, qui ont dit que ça serait acceptable d'outrepasser cette règle-là dans le cas d'euthanasie, si le moment de la mort est décidé, si le patient a volontairement demandé la mort par prélèvement d'organes, puis la décision de mourir ne doit cependant pas être motivée par le prélèvement d'organes, puis le prélèvement d'organes ne causera pas plus de tort au patient que l'aide médicale à mourir. Je pense que tout ça se défend, mais je ne suis pas sûre que socialement, on en soit rendu là. Mais je pense que le débat est ouvert, puis au fur et à mesure qu'on avance là-dedans, c'est probablement des questions qui vont surgir, puis qui risquent possiblement de surgir par les patients qui vont demander « Hey, moi, prends donc mes reins pendant que je suis vivant, puis après ça, vous m'administrerez l'aide médicale à mourir. » La confidentialité. Dans la loi québécoise, l'aide médicale à mourir peut être confidentielle. On n'a pas d'obligation d'informer les proches ou la famille. Puis sur le certificat de décès, c'est la maladie qui a amené l'aide médicale à mourir qui est inscrite. Il ne sera jamais écrit « aide médicale à mourir ». Ceci étant dit, dans le contexte où quelqu'un ne voudrait pas que ses proches sachent qui l'a choisi puis qui va avoir l'aide médicale à mourir, est-ce qu'on peut prélever les organes? Encore une fois, 2 positions différentes. Au Québec, on a la Commission de l'éthique de la science et de la technologie qui disait que les équipes médicales doivent respecter les désirs des patients. Donc, s'ils veulent une aide médicale à mourir confidentielle puis un prélèvement d'organes, on doit le faire. Transplant Québec a décidé pour des raisons plus pratiques, puis aussi de préserver la confiance du public, qu'ils ne procéderont pas au don d'organes si une aide médicale à mourir est confidentielle. En fait, il faut se voir que si on prélève des organes, il va y avoir des cicatrices sur le cadavre. Puis si la famille voit ça, puis n'est pas informée, donc ça pourrait entraîner des rumeurs, puis ça pourrait éroder justement cette confiance du public. Toujours dans cette perspective où on veut garder la confiance du public pour maintenir nos taux de don d'organes.
Donc, justement, la perception et la confiance du public. Je vous en ai parlé à quelques reprises, mais c'est super important le don d'organes. Juste pour vous donner un exemple, autour des années 2010, à Munich, en Allemagne, là, on ne parle pas d'un pays sous-développé, corrompu, là, on parle de l'Allemagne. Et il y a eu un scandale où certaines cliniques manipulaient leur liste de dons d'organes. Donc, ils faisaient passer des patients avant d'autres. Et puis, en 2012, le don d'organes en Allemagne a chuté 40 %. Donc, suite à ce scandale-là. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose qui est important puis qu'on doit garder, justement, que les organismes sont très sensibles. D'où l'importance d'éviter aussi les conflits d'intérêts, de séparer les équipes d'aide médicale à mourir pour le don d'organes et l'aide médicale à mourir. Puis peut-être aussi pour aider, dans le futur, il faudrait peut-être diffuser des histoires de donneurs et de receveurs. Ceci étant dit, on pourrait avoir des idées préconçues autour de l'acceptabilité publique du don d'organes et de l'aide médicale à mourir. Mais la Société canadienne du sang, l'an passé, a mené un sondage grand public où ils ont sondé 1006 adultes canadiens. Bon, au départ, comme souvent dans les sondages, les gens se disent très en faveur du don de leurs organes à leur décès. Et 80 % est en faveur du don d'organes après aide médicale à mourir. Puis là-dessus, 80 % est en faveur d'en discuter avec tous les patients qui faisaient l'aide médicale à mourir. Donc, des fois, nous, comme professionnels, on voit des écueils où il n'y en a peut-être pas toujours dans le public. Et 25 % ne savaient pas s'ils accepteraient de recevoir un rein d'un donneur suite à l'aide médicale à mourir ou au retrait des fonctions vitales. Puis les préoccupations autour du don d'organes et de l'aide médicale à mourir, c'était de la transmission de la maladie. Est-ce qu'on va transmettre une maladie? Est-ce qu'on peut faire des pressions sur des personnes vulnérables pour opter pour l'aide médicale à mourir? Puis est-ce qu'il va y avoir des pressions pour le don d'organes? Maintenant, les professionnels, l'objection de conscience. On le sait, c'est un concept qui est quand même assez bien défini en médecine. L'exemple le plus souvent rapporté, c'est l'avortement. Si on a des objections morales pour procéder à un avortement, on n'en est pas obligé. Ceci étant dit, notre code de déontologie nous oblige à ne pas laisser tomber nos patients et à les référer à d'autres médecins qui vont accepter de faire ce soin-là. Donc, les chirurgiens préleveurs, est-ce qu'ils ont droit à l'objection de conscience? Probablement. Et bien, certains pourraient être contre l'aide médicale à mourir, puis pourraient refuser de prélever des organes à cause de leur objection face à l'aide médicale à mourir. Ceci étant dit, compte tenu que c'est une procédure qui est quand même planifiée, probablement possibilité de trouver d'autres chirurgiens. C'est sûr que ça peut être plus compliqué dans des programmes où on a seulement un chirurgien qui peut prélever, ou entre autres, si, mettons, tous les chirurgiens du seul centre de transplantation de la province décidaient qu'il y avait une objection de conscience, ça pourrait être un peu plus problématique. On parle beaucoup des chirurgiens, mais il ne faut pas oublier les autres professionnels de la santé qui peuvent aussi avoir des objections de conscience. Donc, que ce soit les inalos, les infirmières à la salle d'opération, les préposés. Donc, je pense aussi qu'il faut qu'il y ait un moyen de permettre ça. Les receveurs. Est-ce que des receveurs pourraient avoir une objection de conscience à recevoir un organe suite à l'aide médicale à mourir? En fait, doivent-ils être informés que l'organe vient d'un donneur après aide médicale à mourir? Ce matin, je faisais un focus group avec des patients sur un autre sujet, mais j'ai surfé sur la vague et puis je leur ai demandé justement cette question-là. Puis, pour certains, non, ce n'est pas médicalement pertinent, mais pour d'autres, ils trouvaient que oui, c'est une information qu'ils voudraient savoir. En fait, dans la vraie vie, quand on appelle nos receveurs pour leur offrir un organe, on leur dit seulement ce qui est médicalement pertinent. On ne dira pas que le patient est un meurtrier ou que le patient est mort d'une overdose de drogue. Donc, est-ce que c'est pertinent de leur dire que sont décédés par l'aide médicale à mourir? Est-ce qu'il faut faire pré-consentir nos patients à recevoir un organe d'aide médicale à mourir? C'était entre autres une recommandation d'Eurotransplant pour la Belgique puis les Pays-Bas. Mais
d'après ce que j'en ai compris, ça ne s'est jamais opérationnalisé. Puis le problème un peu avec le pré-consentement, c'est que quand on pré-consent, bien, il faut qu'il y ait un moyen de pouvoir changer d'idée puis de se rappeler qu'on a pré-consenti. Parce qu'au moment d'être mis sur la liste de greffe, je peux dire non, mais 5 ans plus tard, quand je suis en dialyse puis je suis écœurée, je peux bien accepter ma pensée peut avoir évolué. Les soins de fin de vie. Donc, comme je vous ai dit, si le don d'organes après aide médicale à mourir a lieu, il y a nécessité de faire ça en milieu hospitalier. Il faut informer la famille, pas de possibilité de rester avec l'être aimé au décès. Ça prend des tests additionnels nécessaires. Encore une fois, le message de la patiente qui nous avait fait son témoignage à Toronto au mois de mai nous disait, écoutez, moi, ma mobilité est limitée. S'il vous plaît, regroupez-les, arrangez-vous pour que ça soit minimal. Puis aussi, j'aimerais ça avoir un remboursement pour mes stationnements. On rembourse déjà les dépenses pour les donneurs vivants qui viennent faire des tests. Pourquoi on ne le ferait pas pour ces gens-là qui sont un peu comme des hybrides entre le don vivant puis le don cadavérique? Il faut aussi que le patient soit informé qu'on va faire une histoire médico-sociale comme les donneurs, là, donc on va être questionné sur ses comportements sexuels, l'utilisation de drogue, etc. Ce qui peut paraître parfois un peu évasif à la fin de sa vie de se faire questionner là-dessus. Il va y avoir aussi des examens, des sérologies pour les maladies infectieuses, s'assurer qu'il ne transmettra pas de maladies infectieuses. Donc encore là, on pourrait trouver des maladies, donc il doit être informé de ça. Toute la question du monitoring après arrêt cardiaque, normalement, les dons après arrêt circulatoire, les gens ont des canules artérielles, mais ils viennent des soins intensifs, sont inconscients. Là, on part avec quelqu'un qui est conscient. Donc, est-ce qu'on doit y installer une canule artérielle? Pour certains, ça pourrait être jugé évasif. Pour d'autres, peut-être pas, on ne sait pas. Ceci étant dit, il y a eu beaucoup de discussions à Toronto à savoir qu'est-ce qu'on devait faire pour déterminer le moment où il n'y a plus de circulation. Certains disaient il y avait un consensus comme quoi l'absence de pouls n'était pas suffisante. Donc, est-ce qu'il faut mettre un monitoring ECG? Est-ce qu'il faut une sonde d'écho pour les carotides, voir qu'il n'y a plus de circulation? Une sonde d'écho pour voir qu'il n'y a plus rien qui passe dans la valve aortique à suivre? Héparine avant ou après l'aide médicale à mourir. Puis probablement aussi la nécessité de respecter le moment choisi par le patient pour son aide médicale à mourir. Et souvent, le don d'organes chez la personne décédée passe après les heures normales, puis ce qui est un peu, il n'y a pas d'urgence. Ceci étant dit, là, on a quelqu'un qui arrange sa vie, qui a décidé que c'est ce moment-là. Donc, je pense que comme structure hospitalière, on a probablement un devoir de respecter ça le plus possible dans la mesure du possible. Donc, la pénurie d'organes, bon, les cas de don d'organes après aide médicale à mourir vont être rares. Ceci étant dit, comme je vous ai dit, aux Pays-Bas, on a estimé que ça pourrait être 5 à 10 des cas d'euthanasie qui pourraient se qualifier. Mais je pense que ce n'est pas l'argument qu'il faut invoquer pour aller de l'avant avec le don d'organes après l'aide médicale à mourir. C'est vraiment le respect des volontés. Tant mieux si on a des organes de plus, mais ce n'est pas l'argument. Je vais passer, parce que je vois que le temps file. Donc, est-ce qu'il y a des risques pour le receveur d'attraper la maladie? Donc, ici, c'est les diapositives de Kristen Shoesmith, qui est une neurologue en Ontario qui travaille beaucoup en sclérose latérale amyotrophique. C'est son travail, c'est une revue systématique qu'elle a faite là-dessus. Donc, le risque de transmissibilité est probablement il est probablement inexistant, mais on ne peut pas l'affirmer avec certitude. C'est peut-être accru chez des patients génétiquement vulnérables. Il y a peut-être une différence dans les cas d'ALS familial versus sporadique. Puis, est-ce qu'on doit transplanter des organes de patients qui ont l'ALS ou des patients avec d'autres maladies neurodégénératives? Probablement oui, sauf dans les cas où est-ce qu'on aurait une maladie très rapidement progressive puis on n'aurait pas un diagnostic certain pour éviter justement toutes des maladies comme les maladies transmissibles par les prions qu'on ne voudrait pas. Donc, bon, ça, je l'ai dit. Les recommandations, c'était que, justement, il faut être quand même prudent, puis il faut toujours balancer les risques-bénéfices. Puis, moi, une question, c'était est-ce qu'on doit monitorer les gens qui reçoivent ces organes-là? Non, parce que, de toute façon,
ça peut prendre énormément de temps, on n'a pas les ressources nécessaires. Puis bon, évidemment, si un patient présente des symptômes neurologiques, doit être référé. Puis il faut aussi qu'on ait un moyen de le rapporter pour justement pouvoir mieux documenter. Donc, juste brièvement, la procédure aux Pays-Bas. La discussion autour du don d'organes survient après celle sur l'euthanasie. On vérifie si le patient est inscrit sur le registre de don d'organes. Si oui, on en parle. Après ça, il y a une rencontre avec le médecin puis un coordonnateur de transplantation pour tout organiser les tests. L'euthanasie se fait à l'hôpital et dépendamment des endroits, on avait eu un chirurgien de Belgique qui, eux, ça se faisait dans une antichambre de la salle d'opération. D'autres, ça se faisait dépendamment des hôpitaux puis comment les choses sont faites. Certains, c'était dans des chambres, mais c'était de soins intensifs, mais c'était près au même étage que la salle d'opération. Puis, il organisait avec le personnel un débriefing 2 semaines après. Ici, bon, c'est très petit. C'est en fait le clinical pathway qu'on a essayé d'élaborer justement à Toronto pour aider les soignants. Donc, on a un patient qui demande l'aide médicale à mourir. Il se qualifie. Ça pourrait être un candidat. On l'informe dans la période de 10 jours. Donc, il y a une référence qui est faite au centre de prélèvement. On coordonne les tests, etc. Après ça, une fois que tout est... Aussi, on détermine à qui l'organe va aller. Et par la suite, on admet le patient à l'hôpital, on procède, etc. Donc, je laisse la parole maintenant pour les 2 prochaines diapos à Caroline. Merci beaucoup, Marie-Chantal. Merci à vous. Merci de m'accorder du temps précieux de présentation. Effectivement, mon rôle comme anesthésiste et mon implication au GIS m'ont amené à mettre ensemble les 3 groupes qui seront interpellés au moment d'une demande d'AMM et de don d'organes. On le sait, le bloc opératoire, pour ceux qui n'y travaillent pas, c'est un monde à part avec des façons de faire, des façons de travailler un peu distinctes, des étages, dont il faut prendre en considération. J'écoutais Marie-Chantal, puis le défi, effectivement, réside dans cette difficulté-là de faire des lignes directrices, mais en ayant consulté ces 3 polarités-là, qui sont les gens qui font du don d'organes, les gens qui font de l'AMM et les gens du bloc opératoire. Et puis, je pense que le succès de ce projet-là, parce qu'actuellement, comme on n'en a eu aucun cas au CHUM, ça reste un projet, mais c'est à peu près assuré qu'on va être appelé à en faire tôt ou tard. Donc, il faut absolument que les 3 groupes soient consultés et préparés et que ce soit consensuel. Alors, mon but dans mes 2 diapos, c'est seulement de vous informer qu'au CHUM, il y a eu des rencontres entre le comité de don animé par Pierre Aslanian, les gens du bloc opératoire, Daniel Boudreau, Alain Fabrizi, qui sont les anesthésistes coordonnateurs, et les gens du GIS, Dr Boivin m'a dûment mandaté pour faire le pont entre les 2 groupes. C'est un très, très beau comité. Madame Tremblay, Claudine Tremblay, y a participé. Les gens sont pleins d'idées, les gens sont pleins de volonté de répondre aux volontés des patients. Mais il y a eu beaucoup de questions, beaucoup plus que de réponses qui ont été soulevées à ces rencontres-là, entre autres la présence de la famille au bloc opératoire. Actuellement, les DDC, on permet la famille, mais c'est une chorégraphie très, très bien orchestrée. Il faudra que ça le soit d'autant plus si on a un cas de DDC et don d'organes. Il faut comprendre toute la difficulté, c'est que les gens du bloc opératoire, c'est déjà difficile de faire un prélèvement d'organes au niveau technique, mais avec un patient qui est inconscient, avec lequel on n'a pas d'interaction. Là, on leur propose d'amener un patient vigile, conscient, éveillé, qui va interagir avec eux et qu'on va faire sortir du bloc opératoire avec une sternotomie puis une laparotomie pour un prélèvement multi-organes. Alors, l'enjeu est vraiment, c'est très important de le préparer, de le planifier. Actuellement, on s'attarde seulement au prélèvement abdominal. Il n'y aura pas de prélèvement thoracique jusqu'à ce que les directives canadiennes nous sollicitent à cet effet-là. La réintubation après les 5 minutes de no-touch, parce que si on faisait du prélèvement thoracique, il faudrait qu'on réintube, alors il faudrait qu'on planifie quelqu'un d'expert à réadresser les voies aériennes au moment du décès. Bon, le fameux badigeon, ça a l'air très pratico-pratique, mais c'est quand même une réalité. Dans les DDC, on badigeonne le patient
pré-extubation avec un bras qu'on laisse libre pour que la famille puisse avoir accès un peu au patient. Évidemment, on ne badigeonnera pas un patient vigile et éveillé et conscient. Donc, ça va changer la dynamique du prélèvement à partir du moment où le no-touch est terminé. Ça aussi, ça se prépare parce que pour ceux qui ont déjà assisté à un prélèvement multi-organes, ce n'est pas une chirurgie élégante, c'est une chirurgie très, très, très impressionnante. Et quand on veut rester respectueux, tout en étant expert et techniquement avisé, bien, le défi est là quand même pour les équipes. Je ne m'attendrai pas, Marie-Chantal en a déjà parlé, sur le monitoring. J'ai été un peu surprise d'apprendre que l'absence de pouls n'avait pas été... parce que pour ceux qui ont déjà administré des patients en AMM, c'est le seul monitoring qu'on a à l'étage. Puis c'est ça le défi, comme je disais tantôt, c'est de réunir deux entités dont une se veut très démédicalisée et d'en faire un acte très, très, très monitorisé et très médicalisé, dans un cadre très médicalisé. Et puis, je pense que on va commencer avec ça, puis on verra, on va s'adapter avec les expériences qu'on aura. Donc, c'est ça. La planification du soin en dehors des activités programmées du bloc opératoire a été rapidement une question qui a été soulevée au sein du groupe parce que pour ceux qui ont déjà été au bloc en plein jour à 10 heures le matin, dans le brouhaha des activités programmées électives, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. C'est très peu propice à un moment sacré comme un décès programmé. Donc, il y avait été question même de le faire à une plage horaire que le bloc opératoire aurait prédéterminée. Donc, là, il y en a qui disaient, oui, mais ça ne respecte pas les demandes du patient. Donc, le but, c'est de joindre les deux réalités. Maintenant, le bloc opératoire est sur 2 étages. Pour ceux qui ont eu la chance de le visiter, c'est très, très, très grand. Je pense que ce sera un petit peu plus facile de réserver un coin de corridor ou un coin pour que et la famille et le patient aient un milieu un peu plus paisible. On a déterminé que tout ce qui était en lien avec l'administration de l'aide médicale à mourir était du ressort de l'équipe du GIS, donc l'infirmière ressource du GIS, l'infirmière clinicienne, l'infirmière soignante, donc toute l'équipe soignante autour du patient. Donc là, vous comprenez qu'on amène des gens de l'étage, du 15e nord, au bloc opératoire dans un milieu habillé, stérile. On dénature un peu les façons de faire des gens et ce sera ça le défi. Et puis, de la même façon, les gens du bloc opératoire qui sont, eux, habitués dans leur environnement, on va leur amener un patient vigile à qui on va faire un prélèvement d'organes. Donc, vous comprenez que c'est très fascinant de faire ces rencontres-là. Il y a des questions techniques aussi simples que les soins de la dépouille post-mortem. Qui va en prendre soin? Est-ce que c'est les gens à l'étage, comme ça se fait actuellement à l'aide médicale à mourir, ou bien ça va être l'équipe du bloc? Donc, voilà. Donc, je clôt ces 2 diapositives-là seulement pour vous dire que le CHUM est très... proactif, merci. Très proactif dans le dossier. Il y a des réunions qui se font et qui se feront encore, et dans le but de respecter les volontés des patients, mais aussi les équipes, parce que ça peut être très fragile, effectivement, les ressources qu'on a intra-hospitalières pour répondre à ces demandes-là. Merci, puis je redonne la parole à Marie-Chantal. Alors, merci, Caroline. Donc, si on revient rapidement à M. Généreux, donc, on se demandait est-ce qu'il doit être informé de la possibilité de ses organes? Probablement oui. Par qui? Ce n'est pas encore clair. Puis à quel moment? Probablement dans la période des 10 jours. On se demandait s'il pouvait diriger son don à sa nièce. Bien, possiblement. Il faut s'assurer que les besoins de la nièce ne sont pas une source de pression externe à l'aide médicale à mourir pour M. Généreux, puis que sa nièce doit être une candidate à la transplantation et être compatible. Il voulait mourir à domicile à cause du protocole qu'il avait vu, mais c'est impossible dans le cadre légal actuel car le patient doit manifester son consentement avant l'administration de l'aide médicale à mourir, fait qu'il ne pourrait pas être inconscient une fois rendu à l'hôpital. Et puis, est-ce qu'il pourrait être donneur vivant? Bien, pour l'instant, la règle du donneur décédé prévaut. Donc, le prélèvement d'organes, pour l'instant, on va le faire que sur une personne décédée. Puis, il se demande s'il y a des risques de transmission de sa maladie au receveur. On l'a vu, c'est probablement improbable qu'il y ait risque de transmission, mais on ne peut pas dire avec certitude qu'il est nul. Donc, en conclusion, je pense que le don d'organes, ça va quand même toucher un faible nombre de patients. C'est éthiquement acceptable, surtout
pour respecter les volontés du patient. Ça nous prend un patient apte et majeur, qu'on ait une séparation des décisions et des équipes. Et puis, une intervention interdisciplinaire, puis comme le disait bien Caroline, d'où l'importance de dialoguer entre les différents intervenants. Je pense qu'on a besoin d'études pour mieux comprendre. On a besoin de savoir les résultats des transplantations à partir de ces organes-là, la différence entre un don entre-vif dirigé et un don après AMM dirigé, comment on gère l'objection de conscience, les perspectives des patients en attente de greffe sur le don d'organes après aide médicale à mourir, les expériences de famille de donneurs après aide médicale à mourir, les perspectives sur la potentielle transmissibilité de la SLA, et j'en passe. Donc, pour en savoir un peu plus, il y a l'avis sur le don d'organes de Transplant Québec. Comme je vous dis, il va être modifié dans les prochains mois. Il y a aussi l'avis de la Commission de l'éthique, de la science et de la technologie. Mon étudiante au doctorat, Julie Allard, et moi, on a publié un article dans le Journal of Medical Ethics sur le sujet. Puis aussi, le CNTRP a une plateforme éthique qui produit des fast facts sur plusieurs sujets, dont on en a fait un sur le don d'organes après aide médicale à mourir. Donc, vous tapez cntrp.ca, puis vous mettez Fast Fact, vous allez trouver. Puis, à venir, c'est les lignes directrices sur le don d'organes et tissus chez le patient conscient et apte. Comme je vous ai dit, j'étais sur le Steering Committee. C'était le leader, c'était Sam Chimie et un autre intensiviste de l'Ontario. C'était sous la gouverne de la Société canadienne du sang, mais ça englobait aussi le Canadian Critical Care Society, le Canadian Neurological Science Federation, la Société canadienne de transplantation, la Canadian Association of Critical Care Nurses. Puis je veux juste remercier mon étudiante au doctorat, Julie Allard, qui travaille sur le sujet et puis qui a beaucoup, plusieurs diapos, c'est grâce à elle, et puis au Fonds de recherche en santé du Québec. Merci.